C'est le retour pour la seconde partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Samir Ouro Sama et Samson Maoulolo Arlija. Nous allons aborder maintenant la suite. On parle donc de cette rencontre des États de l'Alliance des États du Sahel. Plusieurs ministres des trois pays réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel étaient à Ouagadougou. C'était le jeudi 15 février, une réunion quelques semaines après que le Burkina, le Mali et le Niger ont pris la décision de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La décision irrévocable, c'est ce que les ministres ont répété. Les trois pays, dirigés donc par des militaires, veulent désormais créer une confédération. Donc on en saura plus dans les prochaines semaines. Samson Maoulolo, pour ces trois pays, Mali, Burkina et Niger, la CEDEAO, c'est de l'histoire ancienne désormais. Ils entendent prendre leur destin en main. Exactement. On s'en souvient que dans les heures qui ont suivi la création de l'AES, les ministres des Affaires étrangères de ces pays disaient déjà qu'ils recommandaient l'évolution vers une confédération, plus vers une fédération. Et dans ces conditions, il fallait déjà faire une lecture politique pour comprendre qu'il n'était plus question. Tu reprends alors. Ok. Et on s'en souvient que juste après la création de l'AES, les ministres des Affaires étrangères de ces pays avaient déclaré qu'ils souhaiteraient que cette union devienne une confédération puis une fédération. Et dans la foulée, il fallait faire une lecture politique pour comprendre qu'il n'était plus question de transition politique vers la remise du pouvoir aux civils, mais d'une transition politique vers la naissance d'un autre espace politique, d'une autre entité politique. Donc, logiquement, il fallait sortir de la CEDEAO parce que c'était le seul organe qui mettait sur une pression réelle pour remettre le pouvoir aux civils dans des délais courts. Avec les reports successifs des élections au Mali et avec le Niger qui avait dit qu'il ferait une transition de 4 ans minimum, il fallait déjà comprendre que ces pays-là n'allaient plus sur le long terme s'entendre avec la CEDEAO. Bon. Du moins, je pense que pendant longtemps, ils ont négocié pour voir s'il y avait moyen de trouver un accord avec la CEDEAO pour lever les sanctions. Parce que aucun de ces pays n'a accès à la mer. Et ces sanctions-là leur faisaient vraiment du mal. Mais face à un refus catégorique, ils ont été obligés donc de prendre des décisions qu'il faut, se retirer de la CEDEAO et créer la Confédération des États du Sahel. Cette confédération-là, elle est viable parce que ce sont des pays qui partagent un riche passé. Même avant l'arrivée des colons, que ce soit l'espace sahélien a vu naître de grands empires. On parle de l'empire du Ghana, de l'empire du Mali, mais des empires comme l'empire Bambara après, qui ont été des grands centres de civilisation. Et ces pays-là partagent des similarités à la fois géographiques, linguistiques et culturelles. Quand on prend par exemple une langue comme le Songhai, qui est parlée de Gawa Tombouctou, et une langue comme le Djerma, c'est presque la même langue. Il n'y a pas une grande différence. Et donc, il existe déjà assez d'atouts, selon moi, pour que cette confédération-là puisse voir le jour. Maintenant, est-ce que cette confédération-là va réussir? C'est un autre débat. Parce qu'il faut le dire, la confédération n'est pas encore la fédération. Ces pays-là vont se mettre d'accord pour créer des organes auxquels ils vont confier à travers lesquels ils vont mutualiser un certain nombre de fonctions. On parle déjà, par exemple, de créer une centrale nucléaire au Burkina, alors que le Burkina n'a pas de l'uranium. Donc, il faudrait un organe peut-être qui gère l'extraction de l'uranium au Niger et l'envoie au Burkina pour alimenter les centrales atomiques qui vont maintenant fournir de l'énergie à l'ensemble de ces pays-là. Maintenant, comme je l'ai dit, une chose est de se retrouver, d'écrire des décrets ou d'écrire un traité, mais une autre chose est de créer les organes et de leur insuffler la volonté politique nécessaire pour que ces organes-là puissent vraiment incarner la confédération. Dans l'histoire récente du monde, il y a eu plus de confédérations qui se sont soldées par des échecs que par des réussites. En Amérique latine, en Afrique, il y a eu beaucoup de confédérations qui ont fait quelques mois, quelques années et qui sont tombées dans les oubliettes. Donc, est-ce que ces militaires au pouvoir actuellement auront la capacité de pouvoir réussir là où les autres ont échoué? Je l'espère bien, même si rien n'est gagné d'avance. Vers une confédération pour ces trois pays, on a compris en quittant la CEDEAO, ils ont parlé d'une volonté de se réapproprier de leur souveraineté et tout. Vous aviez brièvement parlé de cela en première partie d'émission, mais aujourd'hui, c'est un grand pas que ces pays vont franchir en l'étape de confédération. Sauf que quand vous analysez un peu la situation,
il n'y a pas de raison légitime qui sous-tende la création d'une organisation comme ce qu'ils sont en train de vouloir mettre en place. Quels sont les arguments qu'ils avancent? Qu'à un moment donné, parce qu'il y a eu des coups d'État dans votre pays ou dans vos pays, vous appartenez à une organisation communautaire, et cette organisation communautaire, dans ses dispositions, disent que le coup d'État est prohibé, c'est-à-dire que la prise du pouvoir par la force de l'arme est prohibée, et par rapport à cela, la conférence des chefs d'État et de gouvernement se réunit, prennent un certain nombre de décisions à votre rencontre, et sur cette base, parce qu'on a pris des décisions contre vous dans des conditions exceptionnelles, vous trouvez maintenant que vous voulez vous réapproprier vos souverainetés. C'est de l'absurdité totale, véritablement. Moi, j'aurais voulu que ces pays-là nous donnent des raisons assez conséquentes. C'est-à-dire que des raisons qui n'ont rien à voir avec des événements récents qui ont eu lieu dans leurs pays respectifs, qui ont motivé donc les dirigeants de ces pays-là à pouvoir mettre en place une organisation ou une confédération. Bon, au début, ils nous avaient parlé d'une alliance des États du Sahel. Et l'objectif principal, c'était de mutualiser leurs moyens dans la lutte contre le terrorisme. C'est tout à fait normal. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est que le terrorisme, là, ce n'est pas seulement leurs pays qui sont touchés. Il y a le Togo qui en paie qui en paie donc les conséquences par rapport à ce phénomène. Il y a le Ghana d'à côté aussi, qui fait objet d'un certain nombre d'incursions terroristes régulières. Il y a le Bénin également. Donc ça veut dire que le phénomène qui vous touche vos pays voisins. Donc sur le premier élément, sur cette nécessité de pouvoir mettre en place une alliance des États du Sahel, c'est un échec total. Je pense que c'est une imagination assez illusoire du phénomène. Vous avez vu, comment ils appellent ça, le G5 Sahel. Ouais. Est-ce que c'est allé loin? C'est toujours les mêmes erreurs qui sont en train de répéter. Je vais vous surprendre un peu. Quand vous analysez les choses, et j'ai regardé un peu des gens qui se sont mis dans la peau des spécialistes du droit, que ce soit dans notre pays, le Togo, sur le continent africain, même à l'étranger, des gens se sont mis en des spécialistes en analysant les différentes thèses donc de la CEDEAO. Et ils disent, par exemple, que dans la charte qui crée la CEDEAO, dans le protocole additionnel et dans les différentes thèses, il n'est inscrit nulle part que la CEDEAO avait ces prérogatives-là de pouvoir prendre un certain nombre de sanctions vis-à-vis de ces États. Mais c'est une absurdité. Ça veut dire qu'en réalité, ils veulent que, par exemple, quand le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit, que les sanctions qui sont prises par rapport à un certain nombre de situations qui prévaut dans un certain nombre de pays, que toutes ces sanctions qui sont prises, que ces sanctions trouvent un soubassement dans les thèses de l'ONU. C'est pas possible. La loi ne peut pas renfermer toutes les dispositions. Du moment où la loi crée un certain nombre d'organes, comme la conférence de chefs d'État de gouvernement, et la loi confère à cet organe-là, comme ce que nous avons, de pouvoir se réunir lorsqu'il y a de ce genre de situation. Mais quand la conférence des chefs d'État de gouvernement prend une décision, cette décision revêt le caractère légal et légitime. C'est clair à comprendre. Il n'y a pas à aller fouiller dans les textes pour chercher une disposition qui est écrite noir et blanc pour pouvoir justifier le soubassement d'un certain nombre de décisions qui sont prises à l'encontre d'un certain nombre d'États membres d'une organisation. Ça n'existe nulle part. Vous pouvez demander à des grands experts juristes, à des spécialistes du droit. Ce n'est pas tout qu'on va retrouver dans une loi. C'est impossible. Les gens se sont hués à des spécialistes du droit. C'est vraiment déplorable ce que nous sommes en train de vivre. Mais ce qui se passe, que ces pays-là, dirigés par des militaires, parce que la CEDEAO demandait à un moment de définir un calendrier de transition et de pouvoir remettre le pouvoir des civils dans un bref délai. Mais la CEDEAO n'interdit pas à ces militaires-là de pouvoir aller à la conquête du pouvoir, de l'exercer. D'ailleurs même, les constitutions de ces pays-là disent quoi? C'est-à-dire que quand on est militaire et qu'on prétend pouvoir prendre le pouvoir et le dire, qu'est-ce qu'on fait? On démissionne de sa fonction militaire. On se met sur la base d'un civil comme les autres. Donc sur un même pied, pour aller conquérir le pouvoir, l'exercer. Ça veut dire que ces militaires-là, s'ils ont des prétentions de pouvoir diriger leur pays, ils n'ont qu'à faire simple. Ils n'ont qu'à démissionner de leur fonction de militaire. Ils n'ont qu'à se mettre sur le même pied que les autres et aller conquérir le pouvoir et l'exercer. Est-ce que la CEDEAO trouvera quelque chose à dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas être militaire. Alors qu'on sait que dans nos États, le rôle primordial ou le rôle fondamental d'une armée, c'est de pouvoir défendre l'intégrité du territoire, d'assurer la sécurité, la sûreté des biens des personnes. On ne peut pas être militaire et en même temps se gérer dans la politique.
C'est pas évident. Alors, le troisième élément, c'est que vous, dans le monde, vous avez vu les BRICS qu'ils ont mis en place. Et il y en a tellement d'organisations. Mais disons que les BRICS, par exemple, eux, ils sont animés par des pays qu'on peut considérer comme les pays émergents. Des pays qui ont arrivé à un niveau de développement donné. Mais malgré ça, ces gens-là, ils ont des difficultés. Ils ont des difficultés à s'en sortir. Parce que l'AES, là, c'est constitué par des pays en voie de développement. Des pays qui ont des problèmes. Donc, ils ont des problèmes élémentaires en termes de santé, comme nous, la plupart de nos pays. Problèmes de santé, problèmes d'éducation, problèmes de fourniture en électricité, en eau potable. Donc, des éléments élémentaires, des éléments de base qu'une population a besoin, nous n'arrivons pas à donner cela. Et quand ils disent qu'ils quittent la CEDEAO pour pouvoir s'approprier une certaine souveraineté, mais quand ils étaient au sein de la CEDEAO, la plupart des États, est-ce qu'ils arrivaient à assurer leur contribution? Nous, la CEDEAO a des problèmes. Les pays n'arrivent pas à donner leur contribution comme il le faut annuellement. La contribution repose sur le Nigeria. Donc aujourd'hui, s'ils décident de mettre l'AES, comment ils vont fonctionner? Parce que dans le communiqué qu'ils ont fait sortir, ils disent qu'ils sont en train de réfléchir sur l'architecture juridique de la confédération. Et ce n'est pas la première fois, dans l'époque, il a souligné. Il y avait eu tentative de confédération entre le Mali et le Burkina, si je me rappelle bien dans l'histoire. Où est-ce qu'on en est? Donc aujourd'hui, même dans leur propre pays, les gens sont contre cette décision-là. Ils sont en train de museler les différentes couches de la population. Les partis politiques sont muselés, ils ne sont plus libres de manifester leur mécontentement. Certains partis politiques, certaines organisations de la société civile leur reprochent même d'avoir pris cette décision de façon unilatérale. Une décision qui engage votre pays. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez soumettre cette décision-là, soit à une assemblée légitime. Ce que nous avons là-bas, là, sont des assemblées de transition. Des gens qu'on a cooptés, qui représentent les différentes catégories de la population pour former une assemblée. Est-ce que ces gens-là qui votent les lois, est-ce qu'ils ont été soumis, comment l'appelle-t-on, à l'exercice donc du suffrage universel? Est-ce que les populations ont eu à désigner les représentants? Non. Est-ce qu'ils ont même eu cette idée-là même de soumettre cet engagement de leur pays au référendum pour permettre à ce que les populations se prononcent d'abord? Non, alors, véritablement. Samson, est-ce que on peut dire simplement que vous ne vendez pas cher la peau de cette confédération? Non, moi je suis un panafricain convaincu et je pense que tout ce qui va dans le sens de la débalkanisation de notre continent doit être encouragé. C'est une tentative qui peut, à mon avis, réussir comme échouer. Mais avant, j'aimerais revenir sur un ou deux aspects du développement de mon confrère ici présent, qui dit que les militaires n'ont pas vocation à s'insérer dans la vie politique, certes. Mais lorsque les militaires sont au front et qu'ils sont en perte de vitesse à cause d'une élite politique très corrompue, dans un pays comme le Mali, on a vu dans des proformas du ministère de l'armée qui commandait des lunettes anti-balles. C'est-à-dire, on a écrit dans le proforma lunettes anti-balles. Je ne pense pas que ces genre de lunettes existent. Et les fonds ont été débloqués pour commander des lunettes anti-balles. Ces fonds-là ont servi à construire des maisons pour des politiciens. Donc, dans ce cas, un militaire au front doit se révolter. Il n'a pas le choix. Et lorsqu'il se révolte, il prend ses responsabilités devant l'histoire. L'histoire le jugera s'il a bien fait ou pas. D'ailleurs, ça s'est passé au Togo en 67. Quand la crise politique était à son paroxysme, le militaire qui était capable à cette époque a pris cette responsabilité devant l'histoire. Et encore une fois, l'histoire le jugera. Donc pour revenir à votre question, oui, je souhaite vivement que cette confédération-là puisse porter des fleurs. Mais comme je l'ai dit, entre l'architecture juridique et la création des institutions, il y a un pas. Et souvent, les confédérations échouent parce qu'après avoir écrit les textes de loi, on ne fait vraiment rien pour donner vie aux organes qui incarnent ces textes de loi. C'est plus une question de volonté politique. C'est cette même volonté politique qui a manqué au pays pour qu'ils ne contribuent pas à la CEDEAO. Ce n'est pas que les pays ne pouvaient pas. Non, les pays pouvaient contribuer à la CEDEAO, mais beaucoup préféraient utiliser l'argent pour faire autre chose parce qu'il n'y avait pas une vraie volonté politique. Et la CEDEAO aujourd'hui même est un exemple d'intégration ratée. Parce que la plupart des organes dont la CEDEAO devait se doter n'ont jamais vu le jour, ou ont vu le jour avec des compétences très très limitées. Et du moment où la CEDEAO n'a pas pu aider les pays là à combattre le terrorisme, on est dans des pays comme le Mali, qui était à 80% hors du contrôle de l'État, lorsque Assimi Goïta et ses confrères ont pris le pouvoir dernièrement.
Dans un pays comme le Niger, la situation était différente. Parce que Bazoum avait choisi une voie différente qui consistait à négocier avec les factions terroristes et parfois fermer les yeux sur le fait qu'ils transitent sur le territoire nigérien avec du bétail volé au Burkina et ailleurs pour aller le vendre sur les marchés de Maradi au Nigeria. Et avec ça, les militaires, les terroristes plutôt, ne venaient pas s'installer sur le territoire nigérien. Je n'invente rien, les rapports existent qui le disent clairement. Au Burkina, la situation était tout aussi mauvaise. Donc la CEDEAO, pendant longtemps, a vu la situation se dégrader et n'a rien fait. Et lorsque ces gens-là décident d'utiliser une solution, bonne ou mauvaise, soit, mais une solution qu'ils ont trouvée, vous venez leur dire, vous n'avez plus accès aux vivres, aux médicaments, le Nigeria coupe l'électricité, les femmes enceintes meurent. Et encore, lorsqu'ils viennent négocier, vous leur dites non, on s'en fout, les femmes enceintes peuvent mourir, vous pouvez manquer d'oxygène pour alimenter vos hôpitaux, mais faites les élections, faites ça. À un moment donné, ça révolte. Et actuellement, même si cette décision-là n'est pas entérinée par un parlement, je vous assure qu'à 80%, les populations de ces espaces-là sont favorables à cette confédération et feront du mieux qu'ils le peuvent pour que cette confédération-là puisse aboutir vers une fédération. C'est cette transition-là qui serait compliquée à mettre en œuvre, mais je pense que c'est possible. Tout dépendant de la vision politique que ces personnes arrivent à incarner. Il faudrait d'abord qu'il y ait des problèmes d'ego comme qui sera le président. Après, lorsqu'on ira à la fédération, il ne faudrait pas que Tiani dise qu'il est plus âgé, donc il faut qu'il soit président. Kassimi Goïta dit qu'il est plus courageux, donc il faut qu'il soit président. Qu'il puisse entendre sur ces genre d'éléments. Et je pense qu'ils pourront réserver une très belle surprise à notre continent et peut-être paver la voie. Parce que, disons la vérité, nous savons très bien que l'un des problèmes du continent africain, c'est sa balkanisation, qui crée des États, des micro-États, qui sont pour la plupart non viables. Parce que le marché est étroit. Et finalement, on ne sait pas dans quoi on est, dans quoi on évolue. J'espère vivement que ces gens-là pourront montrer la voie. Et je leur souhaite beaucoup de chance. De toute façon, ils ont quitté la CEDEAO et ils ont compris également qu'ils ont un destin commun. C'est des États sahéliens liés par une situation sécuritaire également assez commune. Et ils entendent faire route ensemble. Comme un expert le disait cette semaine, je pense qu'ils n'ont pas mesuré l'incidence que cela peut avoir sur les populations. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est un modèle de réussite en termes d'intégration sur le continent par rapport à d'autres communautés au niveau de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe et tout ça là. Nous sommes un modèle. C'est vrai, nous ne pouvons pas nous prévaloir d'avoir réussi à atteindre tous les objectifs qu'on s'était fixés, que les pères fondateurs de cette organisation se sont fixés, mais je pense qu'on a fait une grande partie. Quand ces militaires évoquent la raison que la CEDEAO, au lieu d'être au service des peuples et au service d'un certain nombre de chefs d'État et tout ça là, je pense qu'ils ont oublié de dire qu'ils ont leur responsabilité dans cette histoire-là. Quand on parle de l'intégration des peuples, de faire en sorte que les gens circulent normalement d'un pays à un autre, que les gens ne puissent pas avoir des problèmes lorsqu'ils achètent un bien dans un pays comme le Burkina et qu'ils veulent le ramener, comment l'appelle-t-on, au Togo. Qui sont ceux qui sont les premiers acteurs à pouvoir mettre des obstacles par rapport à l'intégration? Ce sont les militaires. Quand vous traversez les frontières, qui sont ceux qui prennent les 1000 francs, les 2000 francs? Est-ce que ça rentre dans la caisse de l'État? Jamais. Ce sont eux qui s'enrichissent. Et après, ils construisent des maisons pas possibles. Et après tout, c'est-à-dire ils réalisent des choses dans leur pays que leur salaire ne leur permettent pas aussi d'avoir. Donc tout le monde a sa responsabilité par rapport aux différents dysfonctionnements de ce qui se passe. Et moi, j'ai toujours l'habitude de donner l'exemple de l'Union européenne. Il y a des micro-États dans l'Union européenne. Il y a des gens qui ne sont pas pour un certain nombre de décisions qui sont prises par l'Union européenne. Mais ils sont toujours là. Ils constituent ce qu'on appelle un contre-pouvoir des décisions qui sont prises par les grandes nations comme la France, l'Allemagne et tout ça là. Donc leur position également est prise en compte par rapport à cela. Donc aujourd'hui, que ces gens-là disent qu'ils veulent mettre en place une confédération sur la simple raison que, à un moment de leur histoire, une organisation à laquelle ils appartiennent a pris un certain nombre de sanctions par rapport au coup d'État. Eux-mêmes ne sont pas d'accord aujourd'hui d'introduire dans leur constitution que désormais le coup d'État est légalisé. Parce que eux,
qui ont pris le pouvoir par la force de l'arme. Si demain, au sein de l'armée, d'autres disent que ce que vous êtes en train de faire, puisque vous avez vendu le diable pour acheter, je sais pas comment je vais, vous avez vendu, vous avez vendu exactement, vous avez vendu le sorcier pour acheter le voleur. La Russie et la France, est-ce qu'il y a une différence? Les États-Unis et la France, est-ce qu'il y a une différence? Aujourd'hui, vous comment l'appelle-t-on, cajolez d'avoir à côté de vous la Russie. Mais la Russie n'est pas chez vous par courtoisie, par bon samaritain. La Russie est là pour faire des affaires avec vous. Tout comme la Chine viendra demain pour faire affaire avec vous. Si demain, certains officiers de l'armée arrivent donc à attirer la sympathie de la Chine, à ce que la Chine puisse déployer un certain nombre de choses sur le continent, ils vont vous renverser, ils vont prendre le pouvoir, ils vont aussi avancer des éléments. C'est pour dire qu'en réalité, aucun des éléments qu'ils ont avancés ne peuvent pas justifier qu'ils puissent quitter la CEDEAO. Parce que quand on fait partie d'une organisation et qu'il y a des problèmes, on doit pouvoir discuter, on doit pouvoir dialoguer pour faire entendre à l'autre partie que, en réalité, ce dont vous nous reprochez, il y a telle chose qui se passe ici. Voilà les solutions que nous proposons. Mais vous n'essayez pas de pouvoir dialoguer, concerter avec la CEDEAO par rapport à vos aspirations. Vous dénoncez seulement, vous ne dites pas en réalité quelles sont vos aspirations. Qu'on vous laisse continuer à faire des coups d'État, qu'on ne dise rien. Si c'est ce que vous voulez, dites clairement à la conférence des chefs d'État et de gouvernement que ce que nous voulons, c'est de nous laisser faire ce que nous semble de notre souveraineté. C'est ce que Patrice Talon a dit, qu'ils sont prêts à tout laisser tomber, qu'ils viennent leur dire qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'on ne dise plus rien lorsqu'il y a un coup d'État dans un pays. Si c'est ce qu'ils veulent, qu'ils disent véritablement, et la CEDEAO va pouvoir examiner cette requête-là et dire, désormais, quand vous ne voulez plus qu'on intervienne dans vos affaires intérieures, sous le, comment l'appelle-t-on, avec une justification assez fantaisiste d'une certaine souveraineté dont vous vous prévalez, donc, nous prenons acte, nous n'interviendrons plus. Ça veut dire qu'un jour, lorsque vous aurez des problèmes également, si vous ne nous sollicitez pas, nous n'intervenons plus. Ça veut dire que je pense que quand on est dans une organisation, on doit pouvoir se parler, se comprendre et pouvoir mettre sur la table concrètement ce qu'on veut. Et si l'autre partie refuse, on pourra aller. Mais demain, vous dites que vous créez la Confédération. Demain, d'autres partis, d'autres États de la CEDEAO aussi vont sortir. Ils vont créer une autre organisation. Après, d'autres aussi vont sortir. Ils vont créer. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que, comme le disait le guide libyen, il a rêvé donc de l'unité africaine. Donc que l'Afrique se réunisse véritablement ou que l'Afrique se divise. Mais face à tout ça, il est quand même important aussi que la CEDEAO se réforme. Exactement. Et la CEDEAO n'a pas besoin de réforme. La CEDEAO a juste besoin de retourner à ses textes fondateurs et de mettre en œuvre les réformes qu'il devait faire. Si aujourd'hui on a des militaires aux frontières qui paient 1000 francs, c'est parce que la CEDEAO a échoué. Ce n'est pas parce que les militaires ont voulu que la CEDEAO échoue. Non. Est-ce que c'est parce que la CEDEAO a échoué? Un militaire doit pouvoir percevoir de l'argent. Écoutez, dans de l'usager. Non, ça n'a pas besoin d'être écrit quelque part. Et ce n'est pas normal non plus. Je ne dis pas que c'est bien que les militaires prennent de l'argent. Non, non, non. Mais ils occupent une place qui ne devait pas être la leur, mais une place qui devait être occupée justement par des agents de l'immigration ou des douanes qui appartiennent à la CEDEAO simplement. La CEDEAO avait de très beaux tests, de très belles idées. Je dis qu'aujourd'hui, les députés ne sont toujours pas élus directement au niveau de la CEDEAO. On envoie des députés depuis notre Parlement selon un système dont nous ne savons pas grand-chose à la CEDEAO. Et quelle est la capacité de ces députés-là à prendre des lois qui contraignent les parlements locaux et même les chefs d'État? Aucun. La CEDEAO n'a pas besoin de se réformer, mais juste de pouvoir aller à ces textes fondateurs et de les mettre en pratique. Et ce qui a pénalisé la CEDEAO, c'est le manque de volonté politique, c'est tout simplement. C'est parce qu'à l'époque, il y avait Houphouët-Boigny qui se disait qu'aller vers plus d'intégration signifierait que le Nigeria allait devenir le mastodonte de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça ne l'intéressait pas. Et à chaque fois qu'il fallait faire quelque chose pour que la CEDEAO évolue, il mettait les bâtons dans les roues et préférait favoriser l'UEMOA dans une forme d'intégration qui lui convenait lui. Donc les militaires ne sont pas, je pense qu'ils sont les résultats du problème et non la source du problème. Maintenant, je ne pense pas que les militaires ont intérêt à ce que le coup d'État devienne cyclique. Personne n'a intérêt à ce que la norme dans un pays pour conquérir le pouvoir, c'est d'utiliser les armes. Mais ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont fait un coup d'État dans une situation particulière. Monsieur Urosama, je pense que si vous étiez vous-même militaire au Burkina et que vous venez de Dori,
que vous avez vu des massacres extraordinaires, des charniers extraordinaires, et que vous voyez à Ouaga, les politiques qui commandent des armes fictives, des scénarios à la Petit Boubé, au Niger, un monsieur qui avait détourné plus de 80 milliards pour commander des armes qu'on n'a jamais vues. Si vous voyez ça, et que des politiques protègent ce genre de personnes, je ne pense pas que vous allez produire les politiques. Je ne pense qu'à que vous aurez aussi le temps d'aller d'abord déposer votre treillis pour dire que vous allez maintenant devenir un civil pour faire campagne. Vous allez prendre la décision qu'il faut. Et ce que ces gens-là demandent, c'est tout à fait normal. On a fait un coup d'État, certes, mais dans des conditions spécifiques. Et il faut voir ces conditions-là avant de condamner le coup d'État. Et ça, je pense que la CEDEAO ne l'a pas fait, parce que beaucoup de présidents, malheureusement, craignaient une situation pareille à leur niveau, donc voulaient envoyer un message fort aux éléments de leur armée qui seraient tentés par ces gens d'idées. Aujourd'hui, ces pays ont décidé de prendre leur destin en main. Ce sont des pays qui ont énormément de problèmes structurels. On est dans des pays où le taux d'alphabétisation tourne autour de 20%, l'accès à l'énergie tourne autour de 30%. Ils ont beaucoup de problèmes, certes, mais il faut toujours un déclencheur. Il a fallu que l'Angleterre augmente le prix des produits qu'il importait vers les 13 colonies, qui n'étaient même pas des États-Unis à l'époque, pour que ces 13 colonies-là décident que finalement, on sort. Et encore, quand ils étaient rencontrés au premier congrès, tout le monde disait qu'on allait aller négocier avec l'Angleterre, pour demander pardon à l'Angleterre pour qu'ils baissent les prix. C'est le chose Adams et Washington ont dit qu'on va sortir. Et les gens leur disaient, mais vous êtes fous, on ne peut pas battre l'Angleterre, c'est pas possible. Vous voulez qu'on sorte comment? Et ils ont dit non, on peut. Avec la volonté politique, on peut. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Il faut toujours un déclencheur, il faut toujours un élément qui déclenche quelque chose. Et ces pays-là, aujourd'hui, sont face à l'histoire. Ils ont 50% de réussite, comme 50% d'échec. Tout ce qui leur manque, c'est la volonté. Tout ce qu'ils doivent avoir, c'est la volonté politique. Maintenant, revenons à la Russie. Si on me demande de choisir un partenaire pour combattre le terrorisme, je vais choisir la Russie. Parce que les États-Unis, partout où ils ont combattu le terrorisme, ont créé plus de terroristes qu'avant. Que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan. Ils ont fait plus de 20 ans en Afghanistan. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à ce pays? Ce pays qui était la perle du Moyen-Orient en son temps est devenu aujourd'hui un pays complètement en ruine. Même en Somalie ici. Quand ils sont venus combattre le terrorisme, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Maintenant, les méthodes russes peuvent ne pas plaire à tout le monde. Mais quand je vois ce qui s'est fait en Tchétchénie, je pense que le terrorisme a été combattu. Qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui quittent la Tchétchénie pour aller faire des attentats à Moscou. Donc, si on me demande à moi de choisir un partenaire pour combattre les terroristes, je dirais clairement la Russie, parce qu'ils sont plus efficaces. Messieurs, si vous permettez, on va aller vers le 4e sujet parce que le temps qui nous est imparti est en train de tirer vers sa fin. Nous n'avons qu'une vingtaine de minutes. On va parler de la République démocratique du Congo et évoquer maintenant ces manifestations pour la fermeture de la frontière avec le Rwanda. C'est de nouvelles manifestations hostiles au Rwanda qui fustigent la complicité de la communauté internationale avec ce pays accusé de soutenir la rébellion du M23. Ces manifestations ont eu lieu jeudi dernier dans 2 grandes villes de l'Est de la RDC, à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Des centaines de personnes ont encadrés par la police, ont défilé dans le calme pour réclamer la libération des territoires de la province voisine du Nord Kivu, occupée par le M23. Cette rébellion, majoritairement Tutsi, soutenue par des unités de l'armée rwandaise, est à l'offensive depuis plus de 2 ans dans le Nord Kivu, où les combats se sont récemment intensifiés près de la capitale provinciale Goma. Quand on regarde aujourd'hui, Ouro Samir, la situation dans l'Est RD congolais, c'est ahurissant. Beaucoup de massacres imputés au M23, mouvement qui serait soutenu par le Rwanda. Il y a eu beaucoup de rapports, par exemple, les États-Unis qui ont dénoncé cette complicité, mais vraisemblablement, rien ne se fait. Absolument, ce qui se passe en République démocratique du Congo est scandaleux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas permettre à ce que des atrocités de ce genre se produisent dans un pays comme ça, où on attend qu'il y ait, je sais pas, ils attendent qu'il y ait un génocide pour qu'ils interviennent, ou comment? Parce que je ne comprends plus. Quand on regarde un peu l'histoire de ce pays-là, beaucoup disent que finalement ce pays semble être maudit malgré toutes ces richesses qu'on reconnaît à ce pays-là, malgré l'étendue même de ce pays-là, malgré
je peux dire ça ainsi, la volonté politique même d'un certain nombre de dirigeants qui sont passés à la tête de ce pays-là, de pouvoir pacifier le pays, de pouvoir combattre les groupes armés là, qu'on accuse d'être entretenus par un certain nombre de puissances, notamment un certain nombre de pays voisins. Et la dernière manifestation des organisations de la société civile à l'est donc de ce pays témoigne véritablement des mains noires qui sont derrière ce qui se passe en RDC. Alors, les gens disent que l'Union européenne ne réagit pas, que les États-Unis ne réagissent pas. Je pense que même la République démocratique du Congo a déjà quitté cette posture-là. Ils ont pris leur destin en main. Ils ont demandé à la MINUSMA de quitter leur pays. Ils ont demandé à la MINUSMA de quitter qui sont capables d'assurer la sécurité. La MONUSCO, bien évidemment. Bon, j'ai toujours la nostalgie des amis, de nos amis maliens. La MONUSCO, ils ont demandé à ce que l'ONU quitte leur pays. Parce qu'ils ont constaté que, après avoir passé un certain nombre d'années pour résoudre le problème, ils n'ont pas été capables donc de résoudre le problème. Maintenant, on peut faire le débat autour du mandat qui a été dévolu donc à cette mission donc de l'ONU. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, je pense que la République démocratique du Congo n'a pas un chef suprême. C'est-à-dire que vous avez un président comme Tshisekedi qui dit des choses, qui pondent de beaux discours, mais à la fin, le gars, il ne fait absolument rien. Vous avez par contre les pays comme le Burundi. Le Burundi a pris un certain nombre de mesures très fortes. Ils ont coupé un certain nombre de relations avec par exemple la France, les États-Unis. À un moment donné, ils ont fermé leurs frontières avec des pays comme le Rwanda. À un moment donné, parce qu'ils ont remarqué que ces pays-là étaient en train de perpétrer un certain nombre comment l'appelle-t-on, de choses pour déstabiliser donc leur pays. Ils ont pris leur destin en main. C'est ce que demandent les manifestants, entre autres la fermeture de la frontière avec le Rwanda. Mais juste, comment l'appelle-t-on, Tshisekedi même allait dire que si le Rwanda insiste et persiste, il va déclarer la guerre, il va réunir les deux congrès, les deux assemblées et puis déclarer la guerre au Rwanda. Sauf que depuis lors, il ne fait absolument rien. Je ne sais pas s'il est téléguidé par l'extérieur, je ne sais pas s'il a peur de quelque chose, ou je ne sais pas s'il ne fait pas confiance à l'armée congolaise pour pouvoir restaurer la sécurité dans cette partie donc du Congo. J'ai vu des atrocités, des femmes qui ont reçu des balles, des enfants qui ont... mais c'est terrible. Contrairement à ce que nous voyons en Ukraine, mais ce qui se passe en RDC, c'est ahurissant. Ça doit pouvoir, comment l'appelle-t-on, faire réagir les différentes organisations comme les Nations Unies. Il faut qu'on rappelle le Rwanda à l'ordre. Ça, on ne peut pas continuer à alimenter des groupes armés comme le M23 qui est en train de déstabiliser donc la partie est donc de la RDC et qui est en train de faire des déplacés de jour au jour de cette partie-là. Donc ils sont en train de troubler la tranquillité des citoyens. Je pense que ce n'est pas c'est inconcevable qu'on puisse assister en ce 21e siècle à ce genre de situation. Et je pense que la première faute appartient comment l'appelle-t-on, incombe donc aux dirigeants congolais. La première faute incombe donc aux responsables congolais, notamment le chef de l'État, Tshisekedi, qui est incapable de poser des mesures fortes par rapport à son voisin au Rwanda. Est-ce que vous pensez que par rapport aux demandes de ces manifestants, donc la fermeture de la frontière avec le Rwanda et également avec l'Ouganda par ailleurs, est-ce que le pouvoir devrait envisager cette possibilité-là? S'il devait, je ne saurais le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que la fermeture de la frontière avec le Rwanda ou l'Ouganda ne va pas faire disparaître le M23. Le M23, nous tous nous le savons, est piloté par Kigali depuis des années. Et son chef, qui s'appelle Sultani Makenga, a combattu aux côtés de Paul Kagame dans le FPR. De façon notoire, tout le monde le sait. Et c'est aussi une organisation qui ne veut pas la paix. Parce que son ancien chef, Jean-Marie Runinga, qui était un évêque ou un bishop évangélique, a été radié et accusé de détournement de fonds pour avoir signé des accords avec le gouvernement congolais prévoyant la fin des hostilités. Donc c'est un groupe qui est clairement sur une posture donnée. Maintenant, l'armée congolaise, après la chute du président Mobutu, l'intégration des éléments de Laurent Désiré Kabila, sa mort prématurée, le pouvoir de son fils, a fait que c'est une armée profondément affaiblie, aussi bien en termes de munitions que d'organisation. Il y a beaucoup de motivation, quand vous voyez les reportages, les gens sont très motivés, mais ils n'ont pas la capacité
à la fois techniques et matériels pour pouvoir combattre une armée comme l'armée du Rwanda qui a bénéficié de beaucoup de soutien de la part des puissances étrangères et qui est aujourd'hui l'une des meilleures armées de l'Afrique. Les Rwandais sont déployés sur beaucoup de théâtres d'opération et ils font du bon boulot. Ils sont très disciplinés. Donc, du coup, cette question, je ne pense pas qu'actuellement, la RDC est capable seule d'aller combattre le MV3 et de pouvoir le vaincre. Est-ce qu'il faut donc permettre à l'Afrique du Sud, à la Namibie, aux autres pays qui veulent déployer des troupes dans cette partie de l'Afrique pour pouvoir combattre le M23? Est-ce qu'il faut leur permettre de le faire pour tomber encore dans le scénario de la Seconde Guerre mondiale africaine comme ce qui s'était passé au temps de Laurent Désiré Kabila? Ça, je ne le pense pas non plus. Mais je pense que ce qui m'étonne, c'est cette façon dont l'Union africaine parfois réagit. Vous avez deux personnes qui sont membres de la même organisation. L'un agresse l'autre de façon claire. Et vous trouvez toujours une façon de vouloir leur faire parler pour trouver une sorte de paix à l'amiable. Non, ce n'est plus possible. Il faudrait que ces pays-là, l'Union africaine, ces institutions, sanctionnent clairement le Rwanda pour lui faire comprendre que cette voie-là, on ne peut pas être en communauté et tu vas avoir un comportement de parasite envers une autre personne de la communauté. Ça n'a pas de sens. Ce n'est que par les sanctions de l'Union africaine, directement contre les responsables du M23 et les pays qui sont impliqués dans le soutien à ce groupe rebelle-là, qu'on pourrait arriver à un affaiblissement de ce groupe sur le terrain. Mais il faudrait aussi que les instances comme l'ONU et les pays comme les États-Unis ou encore les organisations comme l'Union européenne sanctionnent les entreprises qui achètent le cobalt et le lithium que ces groupes armés exploitent, font transiser par l'Ouganda ou le Rwanda et dont on se sert pour fabriquer les voitures électriques aujourd'hui. Je ne pense pas que la CIA ne connaît pas la liste de ces entreprises-là. Ils le connaissent très bien. Et ils sont capables de prendre des mesures très fortes pour que ce genre de commerce-là prenne fin. Mais, comme toujours, du moment où ça leur bénéficie, et ils ferment les yeux, ou ils servent un discours du poids double mesure. Non, ils parlent un peu, ils disent tout, mais ils ne disent rien de concret. Et c'est ce qui est dommage actuellement dans le cas de la RDC. Comment comprendre quand même que, parce que il faut peut-être expliquer aux gens, quand on prend la RDC et quand on prend le Rwanda, c'est comme si vous déposez une bille sur un ballon. La RDC est gigantesque, le Rwanda est tout petit. Comment comprendre que l'armée RD congolaise n'est pas du répondant? C'est le leadership. C'est le leadership à la tête des deux États. Des stratégies assez différentes, des postures assez différentes, un personnage différent l'un de l'autre. Vous avez Paul Kagame qui est beaucoup plus patriote, qui est capable d'aller coaliser avec le diable pour le bonheur des Rwandais. Pour la domination, pour le bonheur forcément. Pour la domination. Mais on a accusé Paul Kagame de pouvoir profiter des richesses de la RD Congo pour développer son pays. Quand tu parles avec les Rwandais te disent clairement que dans leur pays, ils n'ont même pas le droit de penser. Donc ils préfèrent ne pas discuter de ce sujet-là. Vous avez un pays où vous ne voyez pas véritablement des richesses, mais qui se développe de jour en jour, qui devient assez puissant sur le continent et tout ça là. En parasitant la RDC. Bien évidemment. Donc moi je pense aujourd'hui que avant même qu'on puisse pointer du doigt l'Union africaine, je pense que ça devrait commencer avec la communauté est-africaine. Parce que aujourd'hui, cette organisation communautaire ne semble pas prendre la mesure des choses par rapport à ce qui se passe dans cette partie donc de la RD Congo. Et au-delà de ça, il faudrait qu'il y ait un leadership assez affirmé à la tête de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai toujours dit cela sur les plateaux, que Tshisekedi n'a pas la posture d'un chef suprême des armées. Tshisekedi, je sais pas, c'est comme l'impression qu'il s'est retrouvé à la tête de l'État par la force des choses, parce qu'il est le fils d'un opposant assez célèbre, parce qu'il a profité d'un certain accord avec quelqu'un qui quittait le pouvoir, qui n'avait pas voulu mettre à la tête du pays un dauphin issu donc de son parti. Donc il s'est retrouvé comme ça à la tête du pays, et si je peux, peut-être c'est trop abusé, mais il manque un certain patriotisme congolais. Il y a des États où ce qui se passe aujourd'hui en RD Congo, le minimum allait même se passer dans un autre pays, que vous allez voir la réaction d'un certain nombre d'États, comme le Burundi par exemple.
Le Burundi qui a des dirigeants assez poignants. Je ne sais pas si c'est parce qu'à un moment donné, ces gens-là étaient des militaires, qu'ils arrivent véritablement à comprendre cet enjeu sécuritaire. Non, mais aujourd'hui, ce qui se passe dans le cas du Burundi, c'est que ils reprochent à la communauté internationale d'adopter un discours du génocide qui est biaisé. C'est-à-dire, si on se rapproche de l'histoire en 94, lorsqu'on a tué Habyarimana, le président burundais était dans le même avion, il a été aussi tué. Et ce qui s'est passé, c'est que au Burundi, les Tutsis ont massacré les Hutus. Et au Rwanda, les Hutus ont massacré les Tutsis. C'est pratiquement les mêmes communautés. Mais justement, de côté. Au Burundi, on ne reconnaît pas les génocides des Tutsis envers les Hutus, comme on reconnaît le génocide des Hutus envers les Tutsis comme au Rwanda. Donc du coup, la classe politique burundaise est un peu en colère contre cette situation et c'est toujours opposé à Paul Kagame qui considère comme étant celui qui a fait exploser l'avion, qui a tué le président Habyarimana et le président burundais de l'époque. Donc il y a un antagonisme très profond, un antécédent historique très fort entre ces deux pays. Absolument. Monsieur, je propose, il nous reste peut-être 7 minutes de parler un peu du Togo. On va évoquer donc là les élections, double scrutin, législative et régionale, prévues donc pour le samedi 13 avril 2024. La campagne électorale devrait s'ouvrir donc le 28 mars et boucler 2 mois plus tard, soit le 11 avril 2024. Comme on le sait toujours, les militaires, les forces de défense et de sécurité voteront 72 heures avant le vote des civils. Et le 19 février, donc s'ouvre la période pour le dépôt des candidatures. Quelque chose à dire, tout va pour le mieux dans le Togo électoral? Bon, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que les processus électoraux au Togo ne mobilisent plus vraiment les populations depuis quelque temps. L'élection de 2018, si j'ai bonne mémoire, législative 2018 en est un exemple. Même si ça a été boycotté, bien sûr, il y a eu un appel, à boycotter. Mais globalement, ce sont des processus qui ne mobilisent plus vraiment la population. À part les élections présidentielles au Togo, les autres scrutins ne mobilisent pas vraiment la population. On a vu au dernier recensement. Oui, parce que beaucoup de gens voulaient avoir une carte d'électeur pour éviter encore une situation, la coronavirus, où finalement c'est la carte d'électeur qui était acceptée et la carte d'identité n'était pas acceptée. Donc les gens se sont dit, ça ne va pas m'arriver, donc je vais aller prendre ma carte. Je pense que la plupart de ces gens-là n'iront pas voter, sauf si les acteurs politiques leur donnent une bonne raison d'aller voter. Et le 13 avril, excusez-moi, le 13 avril. Et je pense que tous les acteurs politiques ont intérêt à mobiliser leur base électorale pour que le Parlement qu'on aura et les conseils régionaux qu'on aura au terme de ce processus-là reflètent vraiment les aspirations du pays. C'est ce que j'ai à dire pour le moment. Non, moi je pense que nous sommes dans un processus assez inclusif pour une des premières fois. Vous savez, les autorités à la tête du pays ont depuis quelques années déjà adopté un modèle de gouvernance un peu concerté, basé sur le dialogue et la concertation, de faire en sorte que, contrairement à ce que nous avons l'habitude de vivre, les élections émaillées de violence, de contestation, de ci, de ça, de cela, de ceci, qu'on ne puisse plus assister à ce genre de choses. Et les différentes étapes qui ont abouti donc à ce que le chef de l'État prenne un décret pour convoquer le corps électoral, donc qui enclenche désormais les autres étapes du processus. Je pense que ces différentes étapes ont été exécutées avec une certaine concertation, avec une certaine participation de l'ensemble des acteurs politiques, non seulement dans le cadre du cadre permanent de concertation, mais également au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, qui, je le rappelle bien, constitue ce qu'on a choisi en termes de modèle d'organe électoral. Donc, je peux l'appeler ici un organe hybride. Donc, il y a des acteurs politiques qui font partie, il y a les acteurs de la société civile, il y a les représentants de l'administration. Cela revêt un caractère de confiance véritablement dans le processus. Donc, les candidatures sont le dépôt de candidature est ouvert véritablement. Sauf que certains acteurs ne sont pas contents par rapport à la caution qui a été fixée pour les députés qui est de 500 000 et pour les conseillers régionaux qui est de 250 000. Moi, je voudrais rappeler 2 ou 3 choses. C'est cher. Non, ce n'est pas cher. Moi, je voulais rappeler 2 ou 3 choses par rapport à cela. Le premier élément, c'est que nous sommes dans
dans la plupart de nos pays, notamment africains, nous sommes en train d'aller vers le développement. Donc, si nous sommes en train d'aller vers le développement, c'est vrai qu'on dit que l'Assemblée nationale, c'est la représentation populaire. Mais il est important, dans le contexte dans lequel nous sommes, que nous puissions avoir des députés éclairés. Des députés qui ne viennent pas. Est-ce que vous pensez qu'on utilise l'argent pour exclure finalement? Non, est-ce que l'éclairage dont vous parlez, c'est par rapport aux moyens? La hauteur de la mission qui atteint un député. Oui. On ne vient pas. Vous parlez de députés qui ont plus d'argent. Bien sûr. Les gens qui ont plus d'argent sont supposés être plus éclairés. En réalité, puisque quand vous avez une activité, que vous soyez un employeur dans le privé, ou que vous soyez un entrepreneur, ou que vous soyez un agriculteur, lorsque vous savez comment on gère de l'argent, parce que vous n'êtes pas au chômage, vous ne venez pas à l'élection de député pour trouver de l'emploi. Vous avez déjà une entreprise que vous gérez, vous savez que quand je fais ceci, quand je fais cela, ça va donner ceci. Donc quand vous vous retrouvez à représenter la communauté ou le peuple dans son ensemble, mais vous prendrez les mesures nécessaires pour que les intérêts du peuple soient sauvegardés au niveau de cette institution donc du peuple. Donc moi je pense que la question de caution n'est pas un problème aujourd'hui dans le contexte dans lequel nous sommes. Plus nous évoluons, plus les réalités socio-économiques de nos pays aussi évoluent. Donc il est important qu'on puisse prendre compte d'un certain nombre de paramètres. La paupérisation gagne plus de terrain, plus on évolue, ce dont moi je suis sûr, on ne vient pas à l'élection de députés pour avoir de l'emploi. On a déjà une activité. Ça c'est pas la question non plus, mais on avait 100 000 dans le passé et 50 000 pour les femmes. Tout le monde n'y allait pas non plus forcément. Absolument. On n'avait jamais eu de candidat fantaisiste parce que c'était 100 000, non. Donc c'est pas parce qu'on mettrait à 500 000 et surtout le délai pour permettre à toutes les parties de réunir les fonds. Et beaucoup parlent aujourd'hui d'apartheid financier. non, je pense que c'est trop exagéré. Vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, quand vous avez des préoccupations par rapport au processus électoral. Vous savez, nos acteurs politiques, excusez-moi, nos acteurs politiques sont habitués à comment je vais appeler ça, à du show politique, du bling bling. Alors que des questions comme ça auraient pu véritablement faire objet au cours des discussions dans le cadre comment l'appelle-t-on, du cadre permanent de concertation. Des questions essentielles qui sont liées donc au processus. Ils ont passé tout leur temps à évoquer les questions de découpage. Ce que vous disiez, Jerry Tama l'a évoqué dans un de ses écrits en disant que, par exemple, la question de caution, s'ils avaient pu être prévoyants, ils l'auraient pu encadrer et le pouvoir n'aurait pas été loisible à modifier cela. Oui, je pense qu'il a tout à fait raison. Moi aussi, personnellement, je trouve que la caution, elle est un peu élevée et surtout, je ne pense pas que ça garantit la qualité du député en quoi que ce soit. Je connais beaucoup de gens qui sont très cons, qui sont très riches aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est forcément éclairé. Donc, cette affaire de caution, je pense que la caution, elle est un peu élevée. Surtout que à l'Assemblée nationale, on veut avoir la représentation du peuple au fait. On veut avoir l'Assemblée nationale doit être le reflet, non pas d'une partie de la population, mais de la population dans son ensemble. C'est ce qui permet de discuter des lois qui ont un impact réel sur le quotidien de la population. En Afrique, c'est pas seulement au Togo, on a des assemblées nationales qui ne discutent que rarement des lois qui ont un impact réel sur le quotidien de la population. Parce que la plupart des gens... Non, c'est les députés qui nous a proposé. Et le député qui nous a proposé, justement, ne reflète en nous de la population. Peut-être qu'il a eu un doctorat de droit en France, il est revenu, on lui a dit, bon, tu peux être député, viens le parti de COP, et puis il se retrouve là-bas. Je pense que nous faisons un effort à faire. Moi, par exemple, il y a un sujet qui m'a toujours touché profondément. C'est que, j'avais mon père qui était âgé, mais il fallait à chaque fois trouver une façon de l'amener pour lui refaire sa carte d'identité pour pouvoir faire son certificat de vie. Il a trouvé que c'était un peu bizarre parce que à partir d'un certain âge donné, le visa ne change plus. On pouvait faire voter une loi qui fait qu'à 65 ans, 70 ans, la carte d'identité que tu fais, tu le fais une fois pour de bon. Parce que plus rien de spécial ne va arriver à ton visage. Et ça, ces lois-là, on peut en débattre à l'Assemblée que lorsque les députés représentent vraiment le peuple et connaissent le peuple dans sa profondeur. Si on prend l'exemple, par exemple, sur le Rwanda, ils ont un nombre de députés, mais il y a des
corps de la société qui sont représentés. On ne vote pas pour eux. On les pioche, par exemple, les personnes vivant en situation de handicap. Vous avez peut-être les paysans, tout ça là, qui n'ont pas forcément de chance d'être élus, mais on les copte et ils vont au Parlement pour représenter le peuple. Ça fera peut-être l'objet de débat lorsqu'on sera en plein dans le cœur du sujet. Samson Maoulolo Arlidja, merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous aussi. Merci Samir Ouro Sama également. C'est toujours un plaisir. Merci à tous d'être restés en notre compagnie. À samedi.